Il y a un concept presque magique dans le monde de l'immobilier. Magique, carrément. Ouais, une idée qui ressemble un peu à un mythe urbain, surtout quand on observe les taux d'intérêt actuels. C'est l'argent gratuit. Ah oui, le fameux. Ou, enfin, pour être un peu plus précis, la possibilité d'emprunter des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros à une banque sans jamais avoir à payer le moindre centime d'intérêt. Ce qui semble fou aujourd'hui. Totalement fou. C'est le rêve absolu pour quiconque souhaite devenir propriétaire et s'extirper du cycle infernal des loyers à fond perdu. Et pourtant, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité bien tangible et c'est le cœur même de notre analyse du jour. Tout à fait. Pour cette exploration approfondie, la pile de documents sur la table est vraiment particulièrement riche. On a un guide extrêmement détaillé, couplé à des notes stratégiques internes rédigées par les équipes de courtiers d'Aura Finance. Des documents très précieux, ouais. Absolument. Ces documents, ils décortiquent les toutes nouvelles règles du PTZ, le fameux prêt à taux zéro, telles qu'elles ont été redessinées pour l'année 2026. La mission de notre session, elle est claire. Il faut prendre ce jargon bancaire, ces acronymes administratifs qui sont souvent indigestes, Très indigeste, on peut le dire. voilà, et les traduire en véritables leviers d'action. Le but, pour quiconque nous écoute, c'est de comprendre très exactement comment l'accès à la propriété est en train de subir un bouleversement total en France. Et le terme de bouleversement est tout à fait approprié pour décrire la situation actuelle. Le prêt à taux zéro, il est très souvent perçu, à tort d'ailleurs, comme un simple petit coup de pouce financier de l'État. Ouais, le petit billet pour les frais de notaire. C'est ça, une sorte d'aide marginale pour aider un ménage à boucler un budget un peu serré. Mais à la lecture de ces analyses d'Aura Finance, il apparaît vraiment comme un outil massif d'ingénierie à l'échelle nationale. C'est du lourd, quoi. Ah oui, les sources soulignent que la grande réforme d'avril 2025, couplée au tout récent budget adopté là en janvier 2026, a littéralement transfiguré ce dispositif. Ce n'est plus du tout juste une aide de fin de parcours. C'est devenu autre chose. C'est devenu le moteur principal, en fait la condition même de faisabilité pour toute une frange de la population qui souhaite entrer sur le marché immobilier. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire ? Pour lancer cette première partie d'analyse et bien planter le décor, il faut regarder les chiffres de l'année écoulée qui ressortent de ces notes. Et franchement, ils donnent le vertige. Ah, les statistiques sont impressionnantes. En 2025, les banques françaises ont distribué plus de 41 000 prêts à taux zéro. 41 000! C'est énorme. Pour mettre ça en perspective par rapport au marasme immobilier dont on entend tout le temps parler, c'est une augmentation hallucinante de 76,6% par rapport à l'année 2024. En une seule année. En une seule année. Dans un secteur aussi lourd et traditionnellement lent que l'immobilier, c'est un véritable séisme. On ne voit quasiment jamais des courbes de croissance aussi verticales sur des volumes de crédit de cette ampleur. Ce qui est fascinant ici, c'est la cause directe de cette explosion. Car dans le domaine du crédit immobilier, les chiffres ne s'envolent jamais par hasard. Non, il y a toujours un déclencheur. Exactement. Et l'explication, elle se trouve dans une bascule politique majeure qui a été opérée le 1er avril 2025. À cette date, le gouvernement a pris la décision de réintégrer les maisons individuelles neuves dans le dispositif du PTZ. Partout ? Et ce, dans absolument toutes les zones géographiques du territoire. De la zone A, qui est très tendue, jusqu'à la zone C, la plus rurale. Ce qui n'était plus le cas avant, si on comprend bien l'historique de la mesure, non ? C'est ça. Avant cette réforme salvatrice de 2025, le PTZ s'était transformé en un outil extrêmement restrictif. Il était réservé à qui ? Il était quasiment réservé aux appartements neufs situés dans les grandes métropoles. En rouvrant soudainement les vannes pour la maison individuelle avec son petit bout de jardin, qui reste, qu'on le veuille ou non, l'idéal de vie d'une immense majorité de ménages en France, l'effet a été immédiat et fulgurant. J'imagine, oui. Les ventes de maisons neuves ont fait un bond spectaculaire de 33,3% sur la seule année 2025. Et le chiffre le plus révélateur des documents que nous analysons, c'est que 72% de tous les PTZ distribués cette année-là ont été consacrés à ces fameuses maisons individuelles. 72%. C'est un véritable raz de marée de briques et de parpaings. Ça démontre une chose simple, le marché, les constructeurs et surtout les familles n'attendaient que ça pour débloquer leurs projets. Mais en lisant ces notes d'Aura Finance, on constate que les pouvoirs publics ne s'en sont pas arrêtés là. Le budget adopté en janvier 2026, dont les décrets d'application officiels sont annoncés d'une semaine à l'autre, là, vient rajouter un carburant incroyable dans ce moteur.
Un coup d'accélérateur majeur. On parle de plafonds de revenus pour être éligibles qui vont être rehaussés de 8 à 13% selon les secteurs. Et surtout, et c'est là que le changement d'échelle s'opère vraiment, on note une augmentation faramineuse de 25% des plafonds d'opération. C'est du jamais vu. Concrètement, l'assiette sur laquelle on calcule l'aide gonfle d'un quart. C'est un signal extrêmement fort. C'est une fenêtre de tir qui modifiait complètement la donne. Cette augmentation des plafonds de 25%, ça signifie que l'État accepte désormais de financer des projets immobiliers beaucoup plus ambitieux. Ou plus cher, tout simplement. Ou simplement de s'ajuster à la réalité des prix de la construction qui ont explosé ces dernières années avec l'inflation des matériaux. Cela crée, sur le terrain, un sentiment d'urgence positive. L'opportunité d'augmenter son pouvoir d'achat immobilier est historique. Surtout qu'on a un calendrier assez précis. Oui, d'autant plus que les sources confirment que le dispositif est sanctuarisé jusqu'à la fin de l'année 2027. Pour tout acquéreur potentiel, le message est clair. C'est le moment d'étudier sa capacité d'emprunt à l'aune de ces nouvelles règles. Ok, décortiquons ça, parce que si la promesse de l'argent gratuit est magnifique sur le papier, elle n'est évidemment pas ouverte à tout le monde. Ah non, il y a des critères très stricts. La question centrale devient donc, qui a le droit de décrocher ce ticket d'or ? Les documents mettent en avant une règle fondamentale. Le socle même de toute cette architecture financière, c'est le concept de primo-accédant. La base de tout. Pour quiconque souhaite obtenir ce coup de pouce de l'État, la doctrine est claire. Il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 dernières années précédant l'offre de prêt. C'est la règle d'or. Donc, un locataire de longue date, ou quelqu'un hébergé à titre gratuit depuis 2 ans, coche cette case sans la moindre difficulté. Par contre, le propriétaire actuel qui vend son appartement pour acheter une maison plus grande, la porte se ferme direct. C'est la règle d'exclusion générale. Elle est pensée pour concentrer l'effort public sur ceux qui entrent pour la première fois sur le marché de la propriété. Mais l'analyse juridique des textes révèle des exceptions cruciales qui prouvent que la législation conserve une forte dimension d'accompagnement social. Des exceptions, tu devrais. Du genre... Par exemple, une personne en situation de handicap, qu'elle soit titulaire d'une carte d'invalidité ou bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH, échappe totalement à cette barrière des 2 ans. Ah, c'est bon à savoir. La loi fait également preuve de flexibilité pour les victimes de catastrophes naturelles ou technologiques. Si un logement est déclaré définitivement inhabitable suite à un sinistre, le statut de primo-accédant est recréé immédiatement. D'accord, donc c'est une remise à zéro des compteurs en cas de force majeure. Exactement. Et puis, il y a la grande révolution introduite spécifiquement par ce budget 2026 que les courtiers soulignent avec insistance. Les acquéreurs successifs dans le cadre d'un BRS, le bail réel solidaire, deviennent aussi éligibles même s'ils étaient déjà propriétaires de leur précédent BRS. Ce fameux BRS, il va falloir qu'on s'y arrête en détail dans un instant, car c'est un mécanisme redoutablement ingénieux. Mais avant d'y arriver, il y a un obstacle incontournable à franchir, le grand classique de l'administration française. Laissez-moi deviner. Les revenus. Le labyrinthe des conditions de revenus. Les experts rappellent qu'il ne faut pas regarder ses revenus actuels, mais se pencher sur, je cite, le revenu fiscal de référence de l'année N-2. Toujours cette fameuse année N-2. C'est toujours une source de confusion, cette obligation de fouiller dans ses avis d'imposition d'il y a 2 ans pour justifier un achat aujourd'hui. Mais les tableaux fournis dans nos sources donnent des repères assez limpides pour se situer. Quels sont les plafonds, du coup ? Pour une personne seule souhaitant acheter dans la zone C, c'est-à-dire le marché rural ou les petites villes de province où la pression est faible, le plafond de revenu est fixé à 28 500 €. D'accord. Mais si cette même personne veut s'installer en zone A, là où l'immobilier est un vrai champ de bataille financier, le plafond de tolérance grimpe jusqu'à 49 000 €. Une belle amplitude. Et au milieu de tous ces chiffres, on découvre une nouveauté structurelle majeure, la création d'une 4e tranche de revenus. Pourquoi l'État a-t-il soudainement rajouté cette catégorie ? L'apparition de cette 4e tranche est un véritable marqueur sociologique. Historiquement, le PTZ a toujours été pensé et calibré pour soutenir les ménages modestes, les fameuses tranches 1, 2 et 3. Oui, c'était l'objectif de base. Mais en créant cette tranche 4, avec des plafonds de revenus beaucoup plus élevés, le dispositif s'ouvre officiellement aux classes moyennes supérieures. C'est un changement de paradigme complet. Totalement. C'est un aveu implicite, presque une capitulation des pouvoirs publics face à la réalité du marché, face à la flambée des coûts fonciers, des matériaux de construction et des taux bancaires classiques qui ont lourdement pesé sur les budgets. Même des ménages avec des revenus très confortables sont aujourd'hui dans l'incapacité d'acheter dans les grandes métropoles sans un levier d'État. Les classes supérieures ont besoin d'aide maintenant. C'est le signe que la crise du pouvoir d'achat immobilier a touché des strates de la population qui, il y a encore 10 ans, finançaient leurs projets sans aucune aide publique. Donc le profil des bénéficiaires s'est
considérablement élargie. Mais une fois qu'on a le bon profil, une autre interrogation émerge des sources. Qu'est-ce qu'on a le droit d'acheter avec cet argent ? La question des biens éligibles, oui. Les courtiers mettent en évidence une vraie différence de traitement entre les types de biens. Les pourcentages d'aide, ce que le jargon bancaire appelle les quotités, varient énormément. Par exemple, si l'on regarde un appartement neuf dans un immeuble, le PTZ peut financer jusqu'à 50% de l'opération, la moitié du prix. C'est massif. Mais si le choix se porte sur la construction d'une maison individuelle neuve, le soutien maximum de l'État plafonne brutalement à 30%. Il y a un message clair derrière ce favoritisme pour l'appartement, n'est-ce pas Evelyne ? Si on relie ça au contexte global et aux impératifs climatiques, cette différence de pourcentage s'explique très rationnellement. Ce n'est pas une mesure punitive visant à empêcher les gens d'avoir un jardin. C'est rassurant. En réalité, l'État utilise la puissance colossale de son ingénierie financière pour orienter l'aménagement du territoire. En accordant 50% de financement gratuit pour un logement en habitat collectif, l'objectif principal est de lutter contre ce qu'on appelle l'artificialisation des sols et l'étalement urbain. Ah, la fameuse densité. Voilà. Les pouvoirs publics subventionnent massivement la densité pour préserver les terres agricoles et naturelles. Cependant, la pression populaire en faveur de la maison individuelle est tellement ancrée culturellement qu'interdire tout financement aurait bloqué le secteur de la construction. Ce qu'ils ont fait avant 2025 d'ailleurs. Exactement, et on a vu le résultat. Le taux de 30% pour les maisons est donc une concession. C'est un point d'équilibre pragmatique entre l'idéal écologique de densification de la ville et la réalité tenace des aspirations des ménages à posséder leur propre pavillon. C'est fascinant de voir comment un taux de crédit devient un pur outil d'urbanisme. Et cela soulève la question de l'ancien, car tout le monde ne veut pas de l'odeur de la peinture fraîche du neuf. Que se passe-t-il pour ceux qui rêvent de rénover une vieille grange ou un appartement des années 60 ? L'ancien a ses propres règles du jeu. L'analyse de Laura Finance montre que l'ancien n'est pas du tout exclu, mais qu'il est soumis à un parcours du combattant particulièrement strict. D'abord, géographiquement, c'est uniquement autorisé dans les zones dites détendues, les zones B2 et C. Donc, hors des grandes villes. Impossible d'acheter un vieil appartement en plein centre-ville d'une grande métropole avec ça. Ensuite, il y a une condition de travaux massive. Il est obligatoire de réaliser une rénovation représentant au moins 25% du coût total de l'opération. C'est un quart du budget total ? Et ce, dans un délai de 3 ans après l'achat. Le but n'est pas juste de refaire la salle de bain, mais d'atteindre au minimum une classe énergétique D sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique. La chasse aux passoires thermiques. En clair, l'argent gratuit est disponible pour l'ancien, mais à la condition stricte d'éradiquer ces passoires thermiques. Exactement. Et pour boucler sur les types de biens, il faut absolument revenir sur le logement social et ce fameux mécanisme du BRS dont nous parlions plus tôt, le bail réel solidaire. J'avais hâte d'y arriver, oui. Pour bien saisir la puissance de l'outil, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne à la base. Dans un achat classique, on achète les murs de la maison et le terrain sur lequel elle est construite. Avec le BRS, ces deux éléments sont déconnectés. C'est pareil juridiquement. Totalement. Un organisme de foncier solidaire, un OFS, achète le terrain et en reste propriétaire à perpétuité. L'acquéreur, lui, n'achète que les murs du logement et paie une petite redevance mensuelle à l'OFS pour la location du terrain. En enlevant le prix du foncier de l'équation, le coût total du projet s'effondre. C'est un montage juridique qui permet de diviser la facture foncière, c'est vraiment brillant. Et les documents d'analyse fournissent un exemple frappant, en se concentrant sur la ville de Bordeaux. Un excellent cas d'école, Bordeaux. On sait tous que Bordeaux est devenue l'une des villes les plus chères de France. Actuellement, dans un marché classique bordelais, le prix au mètre carré tourne autour de 400 €. À ce tarif, beaucoup de familles sont totalement exclues. C'est inaccessible. Mais grâce au système du BRS, opéré par des organismes comme le COSOL mentionné dans les notes, on voit sortir de terre des programmes immobiliers flambant neufs dans des quartiers hyper attractifs comme Euratlantique, Bastide, Bègles ou Caudran. Et la magie de la dissociation du terrain fait chuter les prix de vente entre 300 et 3 800 € le mètre carré. C'est une décote massive. Et c'est là que la stratégie devient redoutable. Si on associe le prix artificiellement bas d'un bien en BRS avec la puissance de feu d'un prêt à taux zéro qui finance la moitié de cette somme gratuitement, l'accès à la propriété redevient mathématiquement possible en plein cœur d'une zone urbaine ultra tendue. C'est la combinaison de deux mécanismes de régulation du marché qui crée l'opportunité. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah oui, quand on combine les deux, la synergie est potable.
Les concepts d'urbanisme et de droit foncier, c'est indispensable pour comprendre la logique. Mais pour quiconque nous écoute, ce sont les mathématiques qui payent les factures à la fin du mois. Il faut faire tourner la calculatrice pour matérialiser la puissance de ce qu'on est en train de décrire. Sortons la calculatrice. Pourriez-vous nous aider à visualiser l'impact réel avec une étude de cas concrète tirée des notes? Avec grand plaisir. Pour que la projection soit précise, il faut d'abord poser le cadre géographique du marché de la Gironde tel qu'il ressort du reclassement d'octobre 2023. La cartographie détermine les droits. C'est le nerf de la guerre. La zone A, celle qui débloque les aides les plus massives, car c'est la zone où la pression financière est la plus brutale, englobe le cœur de la métropole. Bordeaux, Talence, Mérignac, Pessac. Le centre dur, quoi. Juste autour, la première couronne et certaines communes bien desservies, comme Bègles ou Sénon, se situent en zone B1. Enfin, en s'éloignant un peu vers Libourne ou le bassin d'Arcachon, on bascule en zone B2. Très bien, gardons le focus sur cette fameuse zone A, la plus compliquée pour les acheteurs. Les documents proposent un scénario très classique. Prenons un couple avec un seul enfant. D'accord. Leurs revenus sont modestes, ce qui les place dans la fameuse tranche 1 du barème de l'État. Ils ont pour projet d'acheter un appartement neuf à Bordeaux. Si on applique les règles du jeu de 2025, le plafond d'opération pris en compte pour leur profil est de 315 000 €. C'est la base de calcul. Puisque la loi leur accorde cette fameuse quotité de 50%, comment cela se traduit-il concrètement sur leur plan de financement? Le calcul est effectivement foudroyant. La moitié du montant maximum autorisé est prise en charge par l'État via la banque. Cela génère un prêt de 157 500 € à taux zéro. Plus de 150 000 € gratuits? C'est déjà une somme considérable. Mais la véritable secousse de cette analyse, c'est l'anticipation du budget 2026. Avec la revalorisation de 25% des plafonds qui va entrer en vigueur d'ici quelques semaines, le montant de l'opération subventionnable augmente drastiquement. On passe à un autre niveau. Pour ce même couple, le volume d'argent gratuit disponible pourrait théoriquement bondir à près de 197 000 €, 197 000 € à 0%. sans payer un centime d'intérêt. Dans un contexte où les banques prêtent autour de 3,5 ou 4%, l'économie sur le coût total du crédit se chiffre en dizaines de milliers d'euros d'intérêts évités. C'est vertigineux pour un jeune ménage. Et pourtant, l'analyse approfondie du montage financier révèle un avantage encore plus stratégique. Un avantage qui est souvent totalement incompris par les acheteurs lors de leur première simulation en agence. Lequel? Le mécanisme du différé de remboursement. L'ingénierie du PTZ ne se limite pas à effacer le taux d'intérêt de l'équation, elle manipule carrément le temps de remboursement. Ah, la gestion du temps. Dans le scénario de notre couple en tranche 1 qui vient de contracter ce prêt gratuit de près de 197 000 €, la loi leur octroie une période de grâce de 10 ans. 10 ans. Pendant toute une décennie, ils n'ont pas un seul centime de capital à rembourser sur cette ligne de crédit. Ils ne paieront que les quelques euros de l'assurance emprunteur obligatoire. C'est un impact sur la trésorerie mensuelle qui est incalculable. Pendant ces 10 premières années, le ménage peut concentrer 100% de son effort d'épargne et de sa capacité de remboursement sur le prêt bancaire principal, celui qui lui coûte cher et génère des intérêts. La stratégie parfaite. Il rembourse la dette chère en priorité tout en gelant la dette gratuite. C'est de l'optimisation financière de très haut vol rendue accessible au grand public. Mais en lisant entre les lignes, l'esprit curieux remarquera que ce super pouvoir du temps est intimement corrélé aux tranches de revenus. Tout à fait. La dimension de justice sociale de la mesure se cache dans ses subtilités. La toute nouvelle tranche 4, qui intègre désormais les classes moyennes supérieures, obtient bien le droit de souscrire un prêt à taux zéro, ce qui est une aide immense. Mais Cependant, les textes précisent que pour cette catégorie de revenus, il n'y a 0 année de différé, le remboursement du capital commence dès le premier mois. d'accord, donc on prête gratuitement, mais il faut rembourser tout de suite. La mécanique de redistribution est d'une clarté absolue. L'État donne accès aux leviers financiers pour tout le monde, mais réserve l'avantage tactique de la trésorerie au profil des plus modestes. Le niveau de détail de ces dispositifs montre qu'il faut vraiment se faire accompagner pour ne pas passer à côté d'une opportunité. Et d'ailleurs, en parlant de stratégie globale, les notes stratégiques des courtiers posent une question tactique récurrente sur le cumul des avantages. Le millefeuille des aides. Face à des chantiers souvent complexes, est-il légalement possible d'empiler les aides publiques? La réponse qui ressort de la documentation est un oui catégorique, en tout cas lorsqu'il s'agit de l'éco-PTZ. Il est parfaitement prévu par les textes d'associer le PTZ classique, qui sert à l'acquisition des murs, avec un éco-PTZ additionnel, dont la vocation stricte est de financer la rénovation énergétique du bien. Les deux fonctionnent ensemble.
Ce prêt écologique indépendant peut grimper jusqu'à 50 000 €. Et détail crucial de la réglementation, il est octroyé sans aucune condition de ressources. Pour un projet ambitieux, par exemple l'achat d'une grande maison ancienne mal isolée dans une zone rurale de catégorie B2 ou C, la superposition de ces deux enveloppes de crédit gratuit permet de rendre financièrement viables des projets de rénovation lourdes. Des projets qui, avec un financement bancaire classique, seraient purement et simplement abandonnés. C'est la force de l'empilement raisonné des dispositifs. Toutefois, il y a une variable qu'il faut absolument maîtriser, c'est le temps. Le calendrier législatif. La nature même de l'ingénierie publique est d'être éphémère. Le document est limpide sur l'échéancier politique. Le cadre global du prêt à taux zéro est inscrit dans la loi jusqu'au 31 décembre 2027. Demain, à l'échelle immobilière. Mais la fenêtre d'opportunité optimale, celle qui combine l'ouverture massive aux maisons individuelles et la revalorisation de 25% des plafonds du budget 2026, est une aubaine qui se présente maintenant. Les courtiers martèlent qu'il faut préparer ces dossiers en amont pour être dans les starting blocks dès la publication des fameux décrets d'application. Il faut anticiper. Comprendre la législation au moment précis où elle est la plus favorable est l'unique manière de sécuriser un plan de financement performant avant que les gouvernements successifs ne décident de refermer les vannes. C'est le message essentiel à retenir. Pour synthétiser l'étendue des découvertes de cette analyse, il est désormais évident que le prêt à taux zéro, dans sa mouture 2025-2026, est à des années-lumière d'être une simple ligne administrative de plus sur un formulaire bancaire. Oh que non! Il se révèle être une stratégie d'investissement d'une puissance redoutable. Lorsqu'elle est finement analysée, mathématiquement projetée et intelligemment mariée à des montages juridiques innovants comme le bail réel solidaire ou l'éco-PTZ, cette aide d'État a la capacité de métamorphoser le pouvoir d'achat d'un foyer. Elle change la donne pour des milliers de familles. Elle transforme un dossier de financement fragile ou un rêve immobilier a priori inaccessible en un projet de vie concret et soutenable financièrement. Et pourtant, en refermant ces dossiers d'analyse, cela soulève une question importante. Une question macroéconomique même, une réflexion qui s'impose à quiconque prend un peu de hauteur sur le fonctionnement des marchés. Quelle est cette réflexion ? L'esprit de ce budget 2026, c'est incontestablement de doper l'accès à la propriété, d'aider les ménages face à la crise. Mais lorsqu'une politique publique injecte un pouvoir d'achat aussi massif, aussi artificiel, pourrait-on dire, dans l'économie réelle, on parle de solvabiliser des acheteurs avec des enveloppes virtuelles de 197 000 € gratuits dans des zones géographiques comme le bassin bordelais, où l'offre de logement est déjà famélique. Ah, je vois où l'analyse nous mène. Ne risque-t-on pas de manière totalement paradoxale d'empêcher le marché de s'assainir, en donnant aux acheteurs la capacité financière d'accepter des prix de vente déraisonnables, qui sans cette aide d'État leur seraient inaccessibles? Le PTZ ne fiche-t-il pas les prix vers le haut? En voulant aider la demande, on soutient les prix de l'offre. C'est le grand paradoxe de la subvention. En voulant aider l'acheteur, on sécurise parfois la marge du vendeur. C'est une dynamique économique fascinante qui méritera d'être observée à la loupe dans les prochaines années pour voir si la perfusion de l'État guérit le marché immobilier ou si elle le maintient simplement sous respiration artificielle. C'est une perspective économique brillante pour clôturer cette plongée au cœur de nos sources et une réflexion cruciale pour l'avenir. Utiliser l'argent public pour, paradoxalement, maintenir l'immobilier à des niveaux inaccessibles. Voilà de quoi nourrir de longues discussions sur la pertinence des politiques de l'habitat. C'est un équilibre très délicat. Les chiffres étudiés aujourd'hui sont des faits, mais leurs répercussions sur la vie de la cité sont toujours d'une complexité vertigineuse. Merci infiniment pour ces clés de lecture expertes qui permettent de décoder bien au-delà de l'argumentaire commercial des banques. Tout le plaisir était pour moi. L'esprit curieux a désormais toutes les cartes en main pour comprendre comment se dessine la propriété de demain, à la croisée des chemins entre l'innovation financière, les impératifs d'écologie urbaine et la volonté des politiques publiques. Ce qui est indiscutable, c'est que l'immobilier en 2026 ne se limite plus au simple coup de cœur lors d'une visite. Il exige une maîtrise aiguisée des règles du jeu financier. Le rendez-vous est pris pour observer l'évolution de ce marché en pleine mutation.